Excusez mon retard, mais il y avait beaucoup de gens à qui il fallait parler. C'est normal, mais je sais que je vous ai fait attendre. Je m'en excuse. Et commençons. Monsieur le Président, Avec ce qui reste de bonjour. moi. Monsieur le Ministre, bonjour. Monsieur Poulain, bonjour. Juste pour faire une transition, pour avoir vos impressions sur ce qui vous a marqué, un fait marquant de cette visite avant d'attaquer cette table ronde. Et je ne m'attendais pas à cette question, mais je vais vous y répondre quand même. C'est pour mettre tout le monde à l'aise. Oui, bien sûr, sauf moi. Ce qui m'a marqué, bon, 3 choses. La première, les agriculteurs, c'est toujours des gens passionnés. Et qu'ils soient contents ou pas contents, il y a toujours la même passion. Et l'intensité de cette passion a une contrepartie proportionnelle qui est l'intensité de l'inquiétude. Parce qu'au fond, tout le monde aime son travail ici. Et non seulement personne ne veut le perdre, mais chacun veut pouvoir le transmettre à ses enfants. Et la question essentielle, c'est est-ce que demain, ça sera possible? Donc c'est cette passion. Deuxièmement, une grande honnêteté. Tous m'ont dit, le compte n'y est pas, ça c'est sûr, on est français quand même, hein, mais ça va mieux dans un certain nombre de secteurs. Ce qui rend d'autant plus douloureux les secteurs où ça ne va pas. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tout s'écroulait un peu comme l'année dernière, il y a 2 ans, il y avait un lissage de l'inquiétude. Là, comme c'est d'abord les éleveurs qui souffrent, ils se sentent un peu stigmatisés de surcroît. Et puis, troisième remarque, et vraiment une volonté de se moderniser, d'être compétitif, de faire des efforts. J'ai trouvé un monde de l'agriculture qui n'est pas du tout la main tendue pour demander, qui est prêt à se battre, qui est conscient qu'il y a des changements qu'il faut qu'on continue à approfondir. Et donc, je suis malgré tout assez optimiste sur la capacité de rebond des agriculteurs français. Je n'en suis que d'autant plus choqué par cette campagne de communication très déplacée qui a été organisée. Pourquoi est-elle déplacée? Elle est déplacée parce que moi qui crois tellement à l'agriculture durable et respectueuse de l'environnement, je voudrais dire à ceux qui défendent l'environnement que le jour où il n'y a plus de paysans et plus d'agriculteurs, qui est-ce qui assurera la survie de nos territoires? Le jour où ça sera devenu un désert, qui s'en occupera? Parce que défendre l'environnement, qui peut mieux défendre l'environnement que ceux qui vivent dans la nature? Pas ceux qui en parlent. Pas ceux qui veulent faire des photos à côté de la nature. Ceux qui vivent de la nature. Je ne renonce pas du tout à mes ambitions de développer une agriculture durable, respectueuse de l'environnement. D'abord, les premiers qui auraient à subir les conséquences d'une agriculture qui ne serait pas respectueuse de l'environnement, c'est les paysans, c'est les agriculteurs. Et je trouve que cette campagne est très déplacée, d'abord parce qu'elle est faite pour blesser la semaine précédant le Salon de l'agriculture, qui est un moment de fête, qui est un moment de rassemblement. Pourquoi en faire un moment de division et d'opposition? Pourquoi vouloir monter les Français les uns contre les autres? Les agriculteurs ont le droit d'être respectés au même titre que n'importe quelle autre catégorie de Français. Les agriculteurs n'ont pas à être insultés. Tel agriculteur peut faire des fautes, et dans ce cas-là, il doit être sanctionné. Mais la profession en elle-même, le monde de l'agriculture, le prendre à partie comme cela, c'est particulièrement déplacé. Et c'est également déplacé dans le message. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Supprimer l'agriculture française pour que les Français se nourrissent de produits venant de pays en dehors de l'Europe, qui ne respectent aucune des règles de traçabilité,
de sécurité sanitaire? Parce que les défenseurs de l'environnement, au premier rang desquels je me trouve, figurez-vous, qui expliquent que l'agriculture fait du mal à la nature. Ils ne proposent quand même pas que les Français arrêtent de se nourrir. Ce qui veut dire que détruire l'agriculture française, c'est de laisser le choix aux consommateurs français et européens que de recourir à l'agriculture d'autres pays, où il n'y a pas de règles du bien-être animal, où il n'y a pas de règles sur le respect de l'environnement. C'est donc déplacé, injuste, et pour tout dire, parfaitement contre-productif. À un moment où les agriculteurs eux-mêmes ont multiplié les gestes en direction des protecteurs de l'environnement. Donc je voulais commencer en disant mon désaccord formel avec cette façon de faire. Je crois que c'est un sujet sur lequel... On n'oppose pas les Français les uns aux autres, on essaie de les rassembler. Je crois que c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir, parce que oui, c'est effectivement mais si au cœur de l'actualité. Monsieur Martin, parce que ça me tient à cœur, je vais le dire. Les défenseurs de l'environnement seraient-ils satisfaits si vous organisiez une campagne sur tous les murs de notre ville en disant « ces gens sont dangereux, ils sont contre le progrès et ils sont pour le chômage ». Est-ce qu'ils seraient contents? Alors ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, ce sont des principes éternels. Éternels. Quand on veut être respecté, on doit respecter les autres. Voilà. Alors, si vous voulez que j'en reparle, je suis inarrêtable sur le sujet. Absolument. Je crois que c'est un sujet... C'était très important de le dire au début de notre table ronde. Ah bah, je crois que c'est un sujet qui a beaucoup ému le monde agricole ces derniers temps et effectivement qui cherche aussi des réponses à ce genre de campagne. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Si vous permettez... La réponse, permettez-moi de vous le dire. Je l'ai dit au président de la FNSEA d'ailleurs, qui je veux rendre hommage sur ce point et sur d'autres. La réponse, vous savez, on ne combat pas l'intolérance en étant intolérant. Voilà. Et ça serait une grave erreur de la part du monde de l'agriculture française de répondre sur le même ton et de la même façon. Vous êtes des gens qui avaient des vraies valeurs. Et répondez par le sérieux, par les arguments, par la dignité, par l'unité, par l'amélioration de votre compétitivité. Voilà. Pas de la même façon. Laissez ces slogans à ceux qui les utilisent. Et que ce soit Bruno Le Maire, que je remercie, que je félicite, ou moi-même, nous avons pris des positions publiques sans ambiguïté. Je ne renie pas le Grenelle de l'environnement, j'en ai eu l'idée, et j'ai demandé à Jean-Louis Borloo de l'organiser. Et donc je reste totalement mobilisé sur l'objectif d'une agriculture durable. Mais je ne laisserai pas insulter les agriculteurs de France qui ne le méritent pas. Voilà. Très bien, merci pour cette introduction. Alors, suite à votre visite, nous allons continuer un petit peu le voyage dans la richesse et la diversité de l'agriculture française. Alors, autour de cette table, je crois que quand nous avons préparé cette réunion, il y a un trait fédérateur qui est ressorti, c'est le désir d'entreprendre. Ce désir d'entreprendre qui se manifeste dans l'agriculture française avec ses contraintes, ses préoccupations. Alors, vous avez pu le remarquer, on est quasiment à la parité ici. Parité homme-femme, légère majorité masculine. Mais l'idée est bien de montrer qu'à travers ces expériences, il y a une volonté de créer dans l'agriculture et de passer les sujets qui concernent uniquement l'assistanat, les aides dont on parle souvent dans l'actualité. Alors, la règle du jeu de cette table, c'est d'attaquer en premier lieu les aspects économiques. Et pour ça, nous allons prendre un peu d'altitude avec Michel Boudouin, qui se trouve dans le Puy-de-Dôme, à 900 mètres d'altitude. Production ovine, production qui fait bien l'actualité aujourd'hui, avec une production de qualité, quelques 500 brebis, je crois. À vous, Michel, de nous expliquer comment, dans votre quête quotidienne et votre reconnaissance de ce travail de qualité, vous y arrivez et les difficultés que vous rencontrez. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Et puis permettez-moi de vous remercier de vos propos par rapport à notre métier. Je ne vous ferai pas le coup de la fable loup et l'agneau, mais on compte sur vous aussi parce que c'est quand même une préoccupation majeure pour l'élevage ovin
qui est en première ligne. Donc oui, je pense que vous l'avez dit, moi je suis agricultrice dans une chaîne des puits en Auvergne et je suis complètement dans l'environnement. Et voilà. Et puis la production ovine a beaucoup souffert. Et grâce à Dieu et grâce à votre prédécesseur, Monsieur le ministre de l'Agriculture, et à vous, à Valletta, il y a eu quand même un grand élan de légitimité retrouvée avec les aides. Mais nous avons bien conscience que au-delà de cette légitimité et de ce retour au même niveau que les autres productions dans le cadre de notre accompagnement de la politique agricole commune, eh bien, il y a aussi notre engagement à vouloir mettre sur la table, si je peux me permettre de le dire, un produit de qualité, contractualisé. C'est quelque chose de très positif. On est les précurseurs. Moi, sur mon exploitation, je contractualisais avec mon OP, Copagno, en Auvergne. Et aujourd'hui, avec la loi de modernisation, avec l'accompagnement de Bruxelles et cette bonification qu'on a de contractualiser encore plus, ça nous sécurise le revenu, quoi. Et je pense que c'était une nécessité aussi de faire cet effort-là, d'organiser l'offre pour pouvoir présenter aux consommateurs à un moment donné un produit de qualité, tracé, identifié, et qu'ils puissent choisir dans l'étalage de la grande surface ce produit-là avec le bilan par le carbone, enfin avec la traçabilité qui, je pense, est toutes les inquiétudes du consommateur et du contribuable aujourd'hui. Alors bien sûr, au-delà de cette contractualisation, c'est la production qui s'organise, mais il faut aller jusqu'au bout de cette chaîne. Il faut aller jusqu'à la grande distribution, que chacun prenne des engagements, et il faut que tous les maillons s'impliquent si l'on veut que la production ovine puisse se renouveler demain, parce que pour les jeunes générations, il faut effectivement un revenu par le produit, parce que c'est notre premier métier. Vous l'avez dit, je pense que si la première chose que fait un paysan en se levant le matin, c'est s'adapter. C'est le maître mot de notre cœur de métier, l'adaptation au climat, à la santé de nos animaux. On travaille sur du vivant. Et pour ça, il faut quand même donner des garanties, parce que le métier est tellement complexe avec le climat et de travailler sur le vivant, qu'il faut qu'on sécurise ce prix à la production. Et notre difficulté majeure aujourd'hui en production ovine et dans les productions qui utilisent aussi des matières premières, parce qu'on ne fait pas un agneau rien qu'à l'herbe, il ne faut pas se leurrer, il mange aussi quelques céréales. Et on a vraiment une difficulté d'intégrer les coûts de production, notamment les céréales, dans notre prix jusqu'au bout dans le consommateur. Parce qu'on sait que quand les céréales augmentent, nos coûts de production augmentent, on ne peut pas répercuter cette somme-là au consommateur. Il faut que chaque maillon puisse faire l'effort de cette adaptation-là, ou en amont bien régulée, de manière à ce que l'élevage, le prix de l'agneau puisse à la fois rémunérer les coûts de production et le travail de l'éleveur, parce que nous travaillons beaucoup. Et dans un contexte français, européen, mais français où le prix de l'agneau est assez élevé, on ne voit pas comment on pourrait permettre aux consommateurs d'accéder à notre produit si c'est trop cher. Parce qu'on a bien conscience aussi que là demeure une difficulté et on ne voudrait pas perdre des consommateurs. Écoutez, madame, le secteur ovin français, à ma connaissance, connaît pour la première fois depuis un quart de siècle, une situation plus favorable. Tout à fait, oui. Une augmentation du prix des agneaux, oui, depuis 2007, et, plus important encore, pour la première année, une augmentation des quantités produites. Oui. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Bon. Vous parliez du bilan de santé de la PAC. J'étais président de la République quand on l'a fait. Oui. Je m'en souviens, puisque ceux qui n'étaient pas tout à fait contents sont venus mettre de la paille autour de l'Élysée. Parce que je ne sais pas vous remercier des prédécesseurs, c'est moi qui ai eu la paille. Oui. Écoutez, ici, je m'en souviens très bien. Même si j'étais pas là, j'avais d'ailleurs modérément apprécié, parce que je pense que c'est pas des méthodes non plus. Nous avons conduit une politique, Michel Barnier, Bruno Le Maire et moi, que j'assume, je l'assume. La politique agricole commune, la France y est férocement attachée. Nous ne céderons pas. Mais pour défendre la pérennité de la politique agricole commune avant 2013 et après 2013, encore faut-il que cette politique soit juste. Juste.
Je le dis y compris sous contrôle de mes amis parlementaires, dont tous n'étaient pas extrêmement heureux qu'on prenne 1 milliard, grosso modo, aux céréaliers pour les donner aux éleveurs. Oui. J'avais d'ailleurs cru comprendre que à la FNSEA, ça avait créé des tensions, non, des débats. Bon. Aujourd'hui, qui conteste la justice du choix que nous avons fait, qui a conduit à donner 707 millions aux éleveurs? Je ne dis pas que je ne regrette pas, au contraire. Et est-ce que vous croyez aujourd'hui, avec l'explosion du prix des grandes cultures, que la société accepterait qu'on ait gardé le même système de subvention avec le prix des céréales aujourd'hui? Et vous-même, les éleveurs, que me diriez-vous, alors que le prix à la production a grosso modo augmenté de 30%, 50% pour certains, si nous continuions à subventionner ceux qui, fort heureusement, bénéficient de prix qui vont aller en augmentant encore? Donc c'est un choix que j'assume pleinement et qui était un choix nécessaire. Deuxième élément, pour les éleveurs. Le problème de la compétitivité de l'élevage français est clairement posé. Bon. Il y a un de vos collègues qui nous demandait, à Bruno comme à moi, est-ce que vous croyez à l'avenir de l'agriculture? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire notre métier? Je lui ai répondu le plus sincèrement possible. J'ai dit, je crois à l'avenir de l'agriculture. Pour une raison qui est très simple. On est 6 milliards d'habitants sur Terre. Bientôt, on sera 9 milliards. Il faut augmenter la production agricole, rien que pour nourrir la population de la planète, de 70%. Quel métier, aujourd'hui, peut se dire, on a une perspective d'augmentation de la nécessité de production dans notre secteur de 70%. Quel métier peut se dire ça? Donc je le dis aux agriculteurs parfois déprimés, regardez ces fondamentaux-là. Ça, c'est la partie facile du discours. Il y a une partie un peu plus difficile, c'est que je suis persuadé qu'il va falloir qu'on continue à faire évoluer le métier d'agriculteur. Qu'on ne pourra pas être agriculteur comme on l'était il y a 20 ans, de la même façon qu'on ne peut pas être président de la République comme on l'était il y a 30 ans. Je repousse pour que personne ne se sente visé. Hein, pour qu'il n'y ait pas de... ça veut dire quoi? D'abord, nous allons mettre 300 millions d'euros, 2011-2013. Je remercie encore Bruno pour la qualité de son travail, Bruno Le Maire, pour moderniser la compétitivité de vos filières. C'est indispensable. Indispensable. Et je n'accepterai pas beaucoup qu'on reçoive des leçons de la part d'anciens ministres de l'Agriculture qui vous ont menti en vous donnant des fausses subventions que vous avez dû rembourser par ailleurs. Ça, ce n'est pas des gens qui sont aujourd'hui... Ils ont manqué de respect aux agriculteurs à l'époque et ce n'est pas eux qui doivent parler aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et je ne citerai pas de nom pour être gentil, mais si on me poussait vraiment, je peux en citer. Voilà. Donc ces 300 millions pour moderniser les filières, c'est vraiment quelque chose de légal. Pour vous mettre à situation de compétitivité à peu près équivalente. Comme ce qu'on a fait, par exemple, en supprimant les charges sociales sur les travailleurs occasionnels, notamment pour toutes les filières où il y a des récoltes. Troisième élément, il faut qu'on développe les exportations. Ça vaut pour les ovins, mais ça vaut surtout pour les bovins. Il y a des barrières qui ne sont pas admissibles. J'ai moi-même écrit au président Medvedev. Bruno Le Maire s'est engagé sur le Kazakhstan comme la Russie. Nous avons, me semble-t-il, rouvert les marchés libanais et égyptiens. Nous travaillons sur le marché turc. J'irai la semaine prochaine, d'ailleurs, en Turquie. On va continuer à travailler avec vous. Et puis, il y a un dernier point qui est sans doute le plus délicat et peut-être même le plus important. À quoi cela sert-il d'améliorer notre compétitivité de producteurs si on ne travaille pas sur la distribution? Je pense que c'est une grave faiblesse de l'agriculture française.
Monsieur le Président Belin le sait bien, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps, que d'être à ce point coupé de son consommateur. Je m'explique. Nos agriculteurs se focalisent sur l'acte de produire, très bien, mais ils sont trop éloignés à mes yeux du consommateur. Ce qui présente deux difficultés. Première difficulté au moment du partage de la valeur ajoutée, et deuxième difficulté pour suivre les goûts du consommateur. C'est pourquoi je crois beaucoup au circuit court en matière de production. Beaucoup. Pourquoi? Parce que tout industriel, tout chef d'entreprise qui est coupé de son marché, qui est coupé de son consommateur, ne reçoit pas les informations sur l'évolution du goût des consommateurs. Alors, s'agissant du partage de la valeur ajoutée, certaines filières, notamment pour les ovins, ont fait, pour le porc aussi, ont fait beaucoup pour se restructurer. D'autres n'ont pas fait assez. On va vous aider. Je prends mes responsabilités. Je considère comme tout à fait normal que les prix payés aux éleveurs tiennent compte de l'augmentation du coût de la production par l'explosion des céréales qui servent à nourrir les bêtes. Et donc, dans les débats que vous allez avoir avec la grande distribution, l'État sera à côté de vous, y compris face aux consommateurs, auquel je suis prêt à expliquer qu'il n'est pas anormal que les prix de la viande augmentent si c'est pour le producteur, pas si c'est pour la marge du distributeur. Voilà. Alors, donc, Bruno va prendre ça en main. Je serai naturellement à ses côtés. Je tiens beaucoup au rôle de l'Observatoire des prix et des marges. Il y aura par ailleurs à travailler sur la question des abattoirs, qui est une question extrêmement sensible, hein, et puis aussi sur les habitudes alimentaires des Français. Enfin, restera le problème de la préférence communautaire. Moi, je me bats avec Bruno Le Maire là-dessus. Il n'y a aucune raison qu'on continue à importer en Europe des produits qui ne répondent à aucune de règles de sécurité alimentaire, alors qu'on renforce les règles sur la sécurité alimentaire des productions françaises. Il y a un des éleveurs qui m'a dit « Oh, il y a des contrôles qui servent à rien, il faut que vous nous les enleviez ». Il parlait notamment du contrôle OSB. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que le ministre de l'Agriculture regarde ça avec vous. La limite que je fixe, c'est que je pense que ce serait une grave erreur de diminuer les exigences de la traçabilité et des contrôles à un moment où il faut renforcer la confiance du consommateur et la consommation de viande. Je pense que ce serait une erreur. Et que ce n'est pas là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est sur le partage de la valeur ajoutée, c'est sur des campagnes de promotion, c'est sur la qualité, c'est sur des importations qu'on n'a pas à continuer à faire, alors qu'il y a des risques pour la sécurité alimentaire. Oui, donc une vigilance maximum sur la viande ovine qui vient des pays tiers. Et si on pouvait se mettre d'accord en Europe pour mettre en place un vrai étiquetage pour la viande ovine née et élevée dans l'État membre et la date d'abattage, ça serait une grande avancée pour la traçabilité et la lisibilité pour le consommateur. Exact. Très bien. Vous avez évoqué les relations entre le secteur végétal et le secteur animal. On va passer à Emmanuel Bernard qui, justement, lui, engraisse les produits de son troupeau de vaches charolaises. Alors, l'engraissement, ça consomme pas mal de céréales. Emmanuel, dites-nous comment vous vivez cette augmentation des coûts par rapport à une situation des marchés qui n'est pas très favorable. Bon, Monsieur le Président, oui, je vais juste un tout petit rappel pour expliquer que depuis 2007, on a déjà vécu cette augmentation du prix des céréales. Donc finalement qu'on n'a jamais pu répercuter. C'est quand même un débat lancinant. Sur mon exploitation, donc en 2007, j'ai subi ça. Ensuite, une crise sanitaire dont vous avez aussi entendu parler. On a eu derrière, évidemment, on réduit nos prélèvements privés. On a eu des plans de soutien. On a eu donc un plan fonds de roulement. Et puis on arrive fin 2010, début 2011, où on remet ça, une augmentation des céréales et des protéagineux, des oléagineux, tout ça, donc qui nous porte un nouveau coût. Moi, sur mon exploitation, je produis à peu près 90 tonnes de viande. J'estime en ce moment mon manque à gagner à peu près à 60 centimes du kilo produit sorti de l'exploitation. Ça veut dire 50 000 euros, quoi. Donc, je n'attends pas de l'État
qu'on me donne 50 000 euros, quoi. Je veux dire, je veux bien écouter attentivement tous vos propos, mais je crois qu'on a besoin d'autre chose, parce que c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Mon exploitation, elle a besoin de vivre autrement que de subventions supplémentaires. Mais ces 50 000 euros, vous disiez en début, demain c'est possible d'être agriculteur. Et je suis d'accord avec vous, demain c'est possible d'être agriculteur. Sauf qu'aujourd'hui, ça l'est plus. Moi, je représente la totalité des éleveurs bovins viande qui ne peut plus payer, et c'est plus les banques qui fournissent qui font la trésorerie, c'est les fournisseurs, quoi. On est dans une situation terrible. Quand il vous manque 50 000 euros, donc moi, 60 centimes, je veux dire, après, peu importe, la grande distribution, elle fait ce qu'elle veut. Elle le répercute au consommateur, elle le prend sur ses marges, elle permet d'aller exporter de la viande, elle fait ce qu'elle veut. En tout cas, sauvegardons l'élevage français, quoi. Et ça, 50 000 euros, ça correspond en plus, comme par hasard, à ce que je dois rembourser à ma banque dans l'année, quoi. Donc voilà, je ne veux pas en dire plus, parce que pour l'instant, la préoccupation qu'ont mes voisins et moi, vous savez, en venant ici, la seule chose que m'ont dit mes voisins qui m'aident sur mon exploitation, ils m'ont dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est tout de suite de l'argent. Et donc, je crois que les négociations ont lieu en ce moment même au sein du salon avec la grande distribution, si on n'est pas capable d'obtenir quelque chose. Et moi, je veux dire, ce que le ministre de l'Agriculture a fait, moi, me paraît sensé, et c'est des bonnes pistes. Moi, vu de mon exploitation, je trouve que ça va dans le bon sens. Sauf que ça n'avance pas assez vite par rapport à nos problèmes de trésorerie. Et donc, Monsieur le Président, j'en appelle à vous pour vraiment peser dans ces négociations-là, et c'est très important, quoi. Oui. D'abord, vous en appelez à moi. Il y a 65 millions de Français qui en appellent à moi. De ce point de vue-là, j'ai pas de... On dit, il ne faut pas faire l'omniprésident, il ne faut pas s'occuper de tout, mais... Avec l'agriculture, avec les éleveurs, se joue une partie essentielle. Pourquoi? Parce que nous sommes le deuxième pays en superficie d'Europe, la plus grande superficie d'Europe. Donc la présence d'éleveurs, d'agriculteurs est absolument essentielle. Pour la puissance de notre économie, avec les problèmes qu'on a sur le commerce extérieur, la filière alimentaire, agroalimentaire, c'est un des premiers excédents, on ne va pas vous laisser tomber. On en a besoin économiquement, comme on a besoin des fusées, du spatial, de l'automobile ou de la navale. Et puis deuxièmement, encore une fois, si vous n'êtes pas là, qui va occuper les territoires? Je rappellerai, parce que j'y crois profondément, qu'il n'y a pas de tourisme vert et il n'y a pas de tourisme blanc s'il n'y a pas d'agriculteurs dans les montagnes ou dans les campagnes. Faut pas. C'est un mensonge de dire qu'on peut remplacer une activité de production par le tourisme. Il se trouve que quand il n'y a plus d'activité de production, il n'y a plus de touristes. Je suis prêt à rentrer dans le détail, à le démontrer, y compris dans les plus belles stations. Parce que la neige et la saison d'hiver, ça ne dure pas toute l'année. Bon. Deuxièmement, vous commencez en disant « Non, mais moi, je ne demande pas de l'argent ». Puis vous terminez en disant « C'est tout de suite ». Bon, c'est tout de suite quoi? C'est l'argent de l'État. Okay. C'est ça que je veux dire. Bon, enfin, je ne veux pas vous mettre en difficulté. Enfin, excusez-moi. L'argent de l'État, dans le bilan de santé de la PAC, vous ne me l'avez pas rendu. Bon, donc, je ne vous le reproche pas, mais venez pas me... je vous le dis... OK. Ah, d'accord. Mais si vous voulez ma façon de vous respecter, c'est vous parler aussi franchement à vous quand vous me parlez à moi. Dans le monde de l'agriculture, on est franc. C'est pas vrai? Et on dit les choses. Comme on dit, on met les points sur les i. Autorisez-moi à les mettre aussi. Ne vous excusez pas d'avoir reçu ce que vous avez reçu, mais ne me le reprochez pas non plus. Je ne dis pas qu'on a fait l'aumône. C'est un droit. Mais quand même, je ne peux pas d'un côté avoir le problème que j'ai eu avec les céréaliers et avoir les éleveurs qui, dans le meilleur des cas, quand ils sont contents de ce qu'on a fait, l'ont oublié. Donc, si on n'avait pas fait ça, le bilan de santé de la PAC, le salon ne se passerait pas dans la même condition, hein. Et chacun, vous connaissez tous parfaitement votre métier, vous savez ce qu'il en est. Donc, je ne reviens pas là-dessus. En revanche, il y a un problème de relation avec les banques. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi?
Parce qu'il se trouve qu'on a traversé une crise terrible. Avec Bruno, on a fait des plans de trésorerie, des prêts sans intérêt, etc. Mais enfin, des prêts sans intérêt, un jour, il faut les rembourser. Et donc, alors même que pour la situation les pires, la dégradation des cours s'est arrêtée, pour certains, c'est un peu remonté, mais le compte n'y est pas depuis 2007, où vous avez quand même beaucoup perdu. Et il faut rembourser tout l'argent des investissements, plus de tous les prêts de trésorerie. Donc j'ai demandé à Bruno Le Maire, avec Christine Lagarde, qu'on voit le problème avec les banques. Peut-être qu'on pourrait demander un petit étalement pour que tout le monde ne soit pas pris à la gorge. Parce que moi, je ne veux pas qu'on passe d'un plan de sauvetage à un autre plan de sauvetage, simplement parce qu'on n'a pas eu la sagesse d'étaler un petit peu tout ça. Deuxième remarque. Nos amis céréaliers, et qu'on ne se trompe pas, moi je suis très heureux pour eux que ça marche bien. Ah, c'est des agriculteurs, hein. C'est l'agriculture française, on ne va pas non plus leur reprocher. Ils sont beaucoup modernisés, ils sont beaucoup organisés, ils sont compétitifs, tant mieux. On ne va pas non plus les complexer pour ça. Hein, je veux quand même que les choses soient claires. Moi, je préfère de beaucoup ce salon de l'agriculture au salon où même les céréaliers s'en sortaient pas. Bravo pour ce qu'ils ont fait. On va pas les. Je veux que les choses soient claires je veux que les choses soient claires entre nous. Mais j'observe que quand il y a un risque sur l'échange de monnaie, les céréaliers savent se couvrir. Bah oui, enfin il y a des systèmes d'assurance sur des dégradations de monnaie. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, avec le ministre de l'Agriculture et vous, à travailler sur la couverture de risque pour le prix des céréales qui servent à l'alimentation de vos élevages? C'est pas un gros mot, ce que je dis. C'est quand même quelque chose. On n'est pas condamné à ignorer le progrès. Et je ne vois pas pourquoi les éleveurs seraient la seule catégorie de Français à ne pas pouvoir se couvrir contre un risque. Vous comprenez le risque? Parce que le risque, c'est quoi? Il suffit qu'il y ait un incendie en Australie, des inondations en Algérie, de la sécheresse en Russie. Ça, plus la spéculation, je vais en parler, et ça explose. Vous y êtes pour rien. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système de couverture qui nous garantisse? Vous savez très bien que Bruno Le Maire et moi, nous croyons beaucoup à l'assurantiel face aux aléas de la nature. Deuxième remarque. Troisième remarque, il y a toute la question de la régulation des marchés mondiaux. J'en parlais hier avec le ministre des Finances brésilien. Autant la France accepte l'augmentation du prix des matières premières agricoles lorsque cette augmentation est due à l'inadéquation entre une offre trop faible et une demande trop grande. Personne ne peut reprocher l'augmentation des prix. D'ailleurs, je souhaite que pour les éleveurs, ça arrive. Donc, la France, que les choses soient claires, ne refuse pas le marché. Au contraire, elle le demande. Là où ça ne va pas, c'est quand la rareté de l'offre se cumule avec des phénomènes spéculatifs scandaleux qui créent une pénurie factice, la panique et l'explosion des prix. Parce que ne vous trompez pas, les céréaliers, à une période d'explosion des prix succédera une période de dépression des prix. Écoutez, je vous le dis, enfin, c'est pas ce que je souhaite. Mais un marché totalement dérégulé, il est dérégulé à la hausse et il est dérégulé aussi à la baisse. Quel est le seul pays au monde qui parle de la régulation des marchés? Un marché qui n'est pas régulé, ce n'est pas un marché. C'est la France. Quelle est la première présidence du G20 qui organise un G20 des ministres de l'Agriculture? C'est la France. Et Bruno Le Maire va réunir la totalité des ministres de l'Agriculture du G20 pour l'être ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus? Il faut que je m'en explique. D'abord, il faut la transparence sur les stocks. Parce que l'opacité sur les stocks crée la panique. Deuxièmement, nous avons régulé les produits dérivés financiers. Au nom de quoi devrions-nous accepter que les produits dérivés agricoles ne soient pas régulés?
regardez, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Sur le marché des principales denrées agricoles, il est possible à des intervenants purement financiers, qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, ni dans sa partie distribution, ni dans sa partie production, d'acquérir, tenez-vous bien, 10 à 15% des productions annuelles du dit marché. Je pense au café, je pense au sucre, je pense au cacao, maïs et blé, vous savez, il y a aussi des mouvements. Tenez-vous bien, sans payer 1 centime de la quantité qu'ils achètent. De revendre cette quantité achetée virtuellement, puisqu'elle n'est pas payée. D'empocher la plus-value sans avoir déboursé 1 centime. Je dis, c'est inacceptable, économiquement et moralement. Je demande donc, au nom de la présidence française, que dorénavant, si quelqu'un veut acheter 15% d'un marché, pas de problème, mais dans ce cas-là, il en paye au moins 15 à 20%. On ne peut pas acheter sans montrer, sans payer. Voilà. Alors, j'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais vous voyez bien, je le dis pour les pays producteurs autres que nous, comme pour les producteurs français qui bénéficient de la hausse, nous ne sommes pas contre la hausse du prix des matières premières agricoles. Nous sommes contre une hausse exclusivement spéculative. Tout ce qui est la hausse due au marché, ça va très bien. Enfin, j'ajoute qu'il serait peut-être venu le temps de mettre de l'ordre dans toutes les organisations mondiales agricoles. On se demande ce qu'elles font. Oui, on ne sait rien sur les stocks. Tous les pays plantent la même chose au même moment et arrachent la même chose au même moment. Il serait peut-être venu le temps de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt d'avoir une seule organisation mondiale agricole qui essaye de réguler, de mettre un peu d'ordre et de transparence là-dedans. Voilà très exactement ce qu'on essaye de faire. Vous voyez, notre politique est assez équilibrée. Hein, et c'est avec cela qu'on répondra aux problèmes structurels qui sont les vôtres. Très bien. Transition toute faite avec... Ah, pardon, Bruno. Monsieur le ministre, allez-y. Un tout petit mot pour répondre spécifiquement, et on vient d'en parler avec le président avant de venir ici. Vous avez reconnu que sur le long terme, je pense que sur la filière bovine, on a un certain nombre de propositions qui vont dans le bon sens. Les contrats interfilières sur les céréales, la modernisation des machines à classer, l'audit des abattoirs qu'a demandé le président de la République, et l'aide qu'a apporté le président sur les contrats à l'exportation. La Russie, le Kazakhstan, l'Algérie. Alors on m'a dit qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient bloquées, ben on va les débloquer. S'il y a des points qui coincent, on va les décoincer. Sur l'immédiat, moi je voudrais profiter de cette table ronde, Monsieur le Président, pour lancer vraiment un appel aux distributeurs dans les négociations sur les prix, pour qu'ils répercutent la hausse des coûts de production sur le prix de vente et pour qu'ils étiquettent viande bovine française pour que le consommateur sache la qualité de notre viande. Transition avec le producteur de céréales de service, Frédéric Gon, qui produit des céréales dans le Loiret. Alors, vous l'avez compris, la production de céréales a encore une destination importante vers l'alimentation animale, mais pas seulement. Alors, Frédéric, comment vous vivez ce manque de lisibilité, même si ça va mieux maintenant? Comment vous envisagez l'avenir si ce type d'événement, comme l'a évoqué le président de la République, se reproduit régulièrement avec des amplitudes de plus en plus fortes? Effectivement, oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs. Oui, le prix des céréales est souvent pointé du doigt. Alors, je suis conscient que toutes nos filières interagissent les unes avec les autres et qu'il faut travailler ensemble. Ça, c'est une nécessité. Ça, c'est clair. Le petit bémol que je mettrais, est-ce que d'abord une céréale, un blé par exemple, à 250 € tonne, est-ce que c'est cher? En 1980, je crois qu'on était à peu près à des niveaux similaires, voire plus élevés. Donc globalement, le prix des céréales a chuté au fur et à mesure du temps. Ensuite, par rapport au fait que vous nous disiez qu'il y ait des périodes de dépression, on l'a vu en 2007 et 2008. 2007 où on avait des prix des céréales très élevés, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que tous les céréaliers ont vendu leur récolte au plus haut de la courbe, bien évidemment. Tout le monde nous prédisait, tous les économistes nous prédisaient vous êtes tranquilles, c'est bon, les cours vont rester durablement élevés. 2008, 2009, les cours se sont effondrés, mais les matières premières, telles que le pétrole, donc nos engrais,
notre fioul, donc nos charges sont restées très élevées. Ce qui fait que vous avez vu des tracteurs dans Paris au mois d'avril dernier. Voilà. Donc c'est devant ce manque de lisibilité que moi je suis assez inquiet, malgré ce que vous pouvez me dire. Je pense que nos exploitations restent tout de même assez vulnérables. Vulnérables dans la gestion, mais aussi vulnérables dans la transmission. Ça, c'est important. Oui, encore une fois, il ne s'agit pas de reprocher aux céréaliers que ça aille bien. On est très heureux que ça aille bien. Bon, vous me dites, j'ai vu des tracteurs. Bah, il était temps de les voir parce qu'ils sont vite rentrés. Hein, parce que tant mieux. Bon, il y aurait beaucoup à dire hein, sur les silos qui étaient pleins à un moment où en Europe ils étaient vides. Je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, mais je me suis rendu compte aussi d'un certain nombre de choses. Hein. Certains anticipaient des hausses, ça a été la baisse, et on a fait un peu de stockage. Non, vous n'avez pas entendu parler, M. Gonza? Au sein de mon exploitation, je ne le vis pas comme ça, effectivement. Oui. C'est un petit peu différent. Bon, OK. Enfin, si vous voulez, je peux d'autant plus dénoncer la spéculation que nous-mêmes, on ne s'y livre pas. Il y a un problème qui... Je sais que ce que je dis n'est pas forcément habile, parce qu'il vaut mieux... Mais enfin, on vous a tellement donné de sucre d'orge que c'est plus ce que vous attendez des faits et du respect. Bon. La seule façon pour l'agriculture de s'en sortir, c'est deux mots. Compétitif et régulé. Il faut qu'on vous aide à être plus compétitif et il faut qu'on régule ces phénomènes erratiques de prix. Parce que je pense que quand ça monte trop haut, ça va descendre trop bas. Et quand ça descend trop bas, on se tourne vers l'État. Quand ça monte trop haut, j'ai plus de place dans mes rendez-vous pour dire les choses comme elles sont. C'est la vérité, ça. Bon. Donc on a tous intérêt à réguler les marchés. J'ajoute que la solidarité entre vous, les filières agricoles, est absolument indispensable. Parce que vous faites partie de la même famille. Et qu'il peut y avoir des intérêts conjoncturels, contradictoires, mais sur le fond, ce n'est pas l'intérêt de l'agriculture qu'il y ait des filières très confortables et des filières au bord du drame. Ce n'est pas votre intérêt. Parce que c'est un tout, l'agriculture. Voilà. Je pense qu'on sauvera l'agriculture française dans son ensemble, pas en gardant quelques petits bouts. C'est absolument capital. Et sur ce qu'a dit Bruno Le Maire sur la distribution, je suis bien sûr totalement à ses côtés, mais on ne sera pas simplement dans l'appel. Il faudra des résultats. Oui, vite, mais on est aussi dans une démocratie. Hein. Il ne suffit pas que je dise pour que ça se fasse. Hein. Tout le monde ne m'obéit pas au doigt et à l'œil, y compris les agriculteurs. Hein. Bon, parce que je vais vous dire aussi une chose. Si moi, quand je vous dis cette filière n'est pas organisée, il faut qu'elle s'organise. Déjà, quand je vous dis ça, il y a une certaine tension. Puis si je dis vite, on va me dire, mêlez-vous de vos affaires. Hein. Donc vite, que chacun fasse ce qu'il a à faire à la vitesse qu'il attend. Hein, parce que je vois bien que quand on est pris à la gorge, hein, M. Bernard, on a envie tout de suite qu'on vienne vous aider, ce qui est tout à fait normal. Bon. Mais Bruno parlait du marché russe, du marché kazakh. Nous, on peut débloquer les choses, mais il faut aussi derrière faire des contrats qui soient raccords avec ce que veulent vos clients. C'est pas nous qui pouvons le faire à la place. Pardon de le dire. Ça aussi, on ne devrait pas le dire, mais quand même. Il ne suffit pas que le président français ou le ministre de l'Agriculture français tape du poing sur la table en disant « tous ces contrôles, c'est scandaleux, c'est en vérité des barrières contraires aux règles de l'OMC », mais si dans le même temps, on ne leur fait pas le produit qu'ils attendent, le monde ne nous attend pas, ils ont d'autres fournisseurs possibles. Je veux dire par là qu'il y a un travail à faire qui doit nous obliger à travailler main dans la main ensemble. Écoutez,
depuis 8 mois, je crois ne pas avoir passé un seul mois sans aller dans une exploitation agricole ou sans rencontrer vos responsables. Que quand vos responsables, jeunes agriculteurs comme FNSA, m'appellent, je réponds toujours, je suis toujours là. Je ne parle même pas du ministre de l'Agriculture qui est en permanence. Donc franchement, sur la réactivité des pouvoirs publics pour vous aider, on ne peut pas faire plus que tout ce qu'on a fait. Et on va continuer. Parce que c'est central, l'agriculture, pour nous. C'est central pour la puissance de l'économie française, pour l'équilibre de notre commerce extérieur. On a besoin de vous. Hein? Moi, je ne viens pas ici comme une espèce de tradition folklorique pour faire la photo avec... comment s'appelle-t-il là, Auguste ou Casimir. Voilà, Casimir. Voilà, Casimir. Voilà. J'estime pas que j'ai fait mon travail une fois que j'ai posé avec Casimir. Le travail que j'ai à faire, c'est la compétitivité de vos exploitations, le poids des charges sur vos exploitations, l'allègement des contrôles qui pèsent sur vous, le rapport de force avec la distribution. Il faut qu'on soit à côté de vous parce que sinon, vous n'y arriverez pas. C'est ça notre travail, le vrai travail. Hein? Monsieur le Président, vous avez évoqué tout à l'heure la campagne de France Nature Environnement. Je crois qu'il y a un thème qui tient... Alors, on va faire une petite digression. Il y a un thème qui tient au cœur de Frédéric, c'est celui justement de la communication de l'image. Et là, je crois qu'il aurait besoin de quelques conseils. Il aurait quelques conseils à vous demander. Oui, effectivement, Monsieur le Président, je sais que vous êtes un bon communicant et que vous aimez expliquer ce que vous faites. J'ai peu de conseils à vous donner dans mes relations avec la presse. Qui tous les jours dit tout le bien qu'elle pense de moi. Mais j'y suis sensible, d'ailleurs. Oui, mais je pense que ça s'améliore, là. Vraiment, non. Ne me suivez pas, non. Peut-être quelque... Quand je pense qu'il y a des gens qui imaginent que je contrôle la presse, mon Dieu, qu'est-ce que ça serait si je la contrôlais pas? Peut-être que ces quelques petits éléments pourraient nous aider. Il se trouve que nous sommes quand même un certain nombre d'agriculteurs et nombreux à vouloir et à communiquer sur notre métier, à expliquer ce que nous faisons, parce que notre métier, c'est quand même complexifié. Mais il a aussi fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Et en l'occurrence, moi, je suis quelque peu interpellé, et le mot est faible, par ces campagnes d'affichage, par quelques émissions de télé ou radio ou des lectures dans certains magazines, par des propos qui balayent vraiment du revers de la main tous les efforts qui ont pu être faits par l'ensemble des agriculteurs du territoire, en matière d'environnement notamment, mais propos souvent réducteurs, qui en tout cas n'amènent pas un débat constructif avec des éléments contradictoires. D'autant que ce genre de propos ensuite amène des mesures ou des interdictions. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler en matière de phytosanitaire ou de biotechnologie, mais des mesures qui arrivent aussi sur nos exploitations, qui sont plus ou moins pragmatiques d'ailleurs, et souvent assez difficiles à mettre en application. Alors voilà, j'aimerais avoir effectivement quelques conseils pour que demain, ce pays ne soit pas celui où on donne raison à ceux qui crient le plus fort. Vous savez, je crois profondément que les Français sont lucides et raisonnables. Et qu'au fond, c'est cet grand exercice national de détestation tout azimut, de dénonciation systématique, qui vise à toujours abaisser le débat. Il n'y a pas que les agriculteurs qui en sont victimes. On le voit dans tous les secteurs. Et je n'arrive pas à comprendre quelle joie un peu morbide de ne mettre en avant que les mauvaises nouvelles et de présupposer que tous ceux qui font quelque chose sont par définition suspects et mauvais. Un spectacle qui a du succès se fait en général éreinter par la critique. J'ai dit ce que je pensais de cette campagne de communication qui est blessante, humiliante, totalement contre-productive, qui est d'une certaine façon choquante. D'une certaine façon choquante. Je trouve que vous, les agriculteurs, vous êtes plus aimés de la population, davantage aimés de la population que vous ne l'imaginez.
ce qu'ont fait les jeunes agriculteurs sur les Champs-Élysées l'an passé était absolument remarquable et a eu un succès considérable. Le Salon de l'agriculture, qui est un succès de chaque année. Et je crois que face à ça, il faut que les gens responsables et sérieux, nous continuons notre travail sans dévier d'un centimètre de la route qu'on a choisie. Qu'est-ce qu'on veut? Une agriculture compétitive et respectueuse de l'environnement, sans céder à ces polémiques. J'avais promis le moratoire sur les normes. Je pense qu'on avait été trop loin compte tenu de la situation que pouvaient supporter les agriculteurs. Avec Bruno Le Maire, nous avons essayé de vous débloquer un certain nombre de dossiers très difficiles comme le 44 tonnes. Hein, M. Belin peut témoigner que ça n'a pas été simple. Il a fallu que je m'y remette à plusieurs fois, hein, comme Bruno, mais ils sont débloqués. Je crois qu'il faut qu'ensemble, on se serre les coudes pour faire face à cette entreprise de démolition, mais qui est un petit peu systématique quand même dans tous les secteurs. J'étais vendredi dans une usine. Regardez tout le mal qu'on raconte sur les usines qui polluent, qui détruisent l'environnement, alors que l'usine, c'est un lieu magnifique où des gens savent faire des très belles choses. Et s'il n'y a plus d'usine, il n'y a plus d'emploi. Mais regardez ce qu'on en dit de l'usine. Regardez. Qui a conduit à ce qu'on perde 1,5 million d'emplois dans l'industrie sur les 10 dernières années. Ce n'est pas une consolation, hein, M. Gon, de dire aux agriculteurs, vous n'êtes pas les seuls. Ça, mais il y a vraiment un courant de pensée qui n'est fondé que sur l'agressivité, la détestation, le pessimisme, la destruction. Moi, par tempérament, je suis plutôt optimiste et bâtisseur. Mais regardez aussi les débats sur l'architecture. Plus personne n'ose prendre de risques. La seule chose qui compte, c'est de faire quelque chose de... Il vaut mieux faire laid et légal que beau en ayant pris le moindre risque. Et tout mon travail de réhabilitation du travail dans notre société, M. Gon, c'est cela. C'est d'essayer de tourner la France vers la confiance, vers l'avenir, vers l'optimisme, vers le rassemblement, et pas vers la détestation de tout ce qui travaille. Mais regardez le débat sur les 35 heures. C'était pas du tout fondé sur le temps disponible, c'était fondé sur la détestation du travail. Enfin, je me souviens d'une responsable politique de l'époque qui expliquait qu'il faudrait qu'on aille vers les 32 heures, que la vraie vie, c'était en dehors du travail, que le travail, c'était pas bien. Et c'était... Voilà, c'était une espèce de folie destructrice. Alors que c'est le chômage qui aliène et c'est le travail qui émancipe. Mais regardez aussi le rapport complètement déréglé à l'argent. J'ai toujours pensé que ceux qui adoraient l'argent, c'était les mêmes que ceux qui le détestaient. C'est la même névrose. Il n'y a pas à détester, il n'y a pas à adorer ou idolâtrer. Mais est-ce qu'on peut reprocher à une famille, qu'elle soit d'agriculteurs ou d'ailleurs, de vouloir gagner davantage pour que ses enfants vivent mieux? Pourquoi j'ai supprimé les droits de succession pour 95% des Français? C'est parce que je pense que vous avez payé des impôts, que vous avez gagné votre argent et que c'est normal que vous puissiez transmettre à vos enfants. Mais vous avez vu la campagne qui se fait sur je protège les riches, ce qui est un mensonge éhonté. Parce que c'est pas protéger les riches que de dire que quand on a travaillé toute une vie dure, c'est normal qu'on puisse transmettre à ses enfants le produit d'une vie de travail. Pourquoi s'en excuser? C'est pas parce que dans sa vie on n'a jamais été au chômage qu'on doit être coupable quand même. Je veux dire que c'est un drame d'être au chômage. Et je pense aux chômeurs. Mais enfin, celui qui ne l'est pas, qui s'est toujours donné beaucoup de mal, qui se lève tôt le matin, qui se couche tard le soir, ne va pas s'excuser de se donner à son travail quand même. Donc, pardon, ne croyez pas que je détourne. On est exactement dans la campagne contre vous. Ce sont des campagnes qui ne sont pas faites pour promouvoir des idées, mais pour détruire des gens. Ce sont des campagnes totalement négatives et totalement contre-productives. Est-ce que je me fais comprendre? Je fais même la liaison entre ce que je dis sur l'islam et nos compatriotes musulmans. Moi, je n'accepterai pas qu'on mette en cause nos compatriotes musulmans. Mais en même temps, je n'accepterai pas un islam qui ne correspond pas
aux valeurs de la République et de la laïcité. Mais toujours pareil, on essaye de monter les uns contre les autres. Moi, j'essaie de rassembler. Et cette campagne est détestable parce qu'elle monte contre une partie de l'opinion, contre les agriculteurs. C'est injuste et détestable. Voilà. Donc, je crois, restez sérieux, ne cédez pas à la tentation de l'extrémisme. L'extrémisme qui pourrait dire, bon, ben, puisque c'est comme ça, puisque vous ne tenez pas compte des efforts qu'on a faits, on arrête. Je pense que ça serait catastrophique. Je l'ai dit au président de votre organisation. On continue sérieusement. Nous, on est sérieux. Voilà. Et on ne cède pas à cette tentation. Très bien. Vous venez de parler de la valeur du travail. Je crois que c'est quelque chose que Patricia Rebelliou connaît bien, la valeur du travail, puisqu'elle produit des fraises en Dordogne. Alors, quels sont les problèmes de recrutement auxquels vous faites face et comment vous envisagez justement de transformer des emplois occasionnels en des emplois permanents, Patricia ? Pardon. Bonjour, oui, j'habite en Dordogne, effectivement, je produis des fruits rouges. Au niveau du Lot-et-Garonne aussi, nous sommes sur le même registre. La production en fait de fruits rouges, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Notre chiffre d'affaires en fait en main-d'œuvre représente entre 60 et 70% de coûts de main-d'œuvre. On a très peu de tâches qui soient mécanisables. On a en fait aussi des problèmes de concurrence, des cours qui sont très volatiles. Nous avons perdu la fraise, par exemple, de Dordogne est tombée si vous voulez, on a perdu 3 fois les volumes en peu de temps. On a vraiment perdu beaucoup au niveau national aussi. On est tombé de moitié. Donc, il est vrai que dans les fruits et légumes, c'est un secteur qui est très gourmand de main-d'œuvre. Mais pourtant, on a quand même besoin d'avoir un revenu stable, un revenu pour pouvoir investir, pour pouvoir moderniser notre outil de travail, pour avoir en fait des jeunes qui prennent la suite. Parce que si vous voulez, nos jeunes ont besoin de vivre, avoir un revenu stable, mais aussi à pouvoir vivre en phase avec la société, vivre comme les autres, pas de différence. Donc il est vrai que pour cela, le fait qu'on ait beaucoup de main-d'œuvre, il y a un coût. Donc c'est vrai que vous avez travaillé depuis peu sur le statut des occasionnels, mais il est vrai aussi qu'on a aussi des permanents. Et le coût des permanents est important. Et il est vrai qu'on pourrait pérenniser, développer des emplois, plus que l'on ne le fait, mais en fait le coût est trop important et on reste sur de la main-d'œuvre saisonnière, ce qui est dommageable. Oui, donc voilà. Madame Rebelliou, en 2010, avec Bruno Le Maire, on a donc exonéré totalement de charges patronales les emplois saisonniers, c'est-à-dire cotisation patronale à la MSA, 0. Fini. Nous avons naturellement reconduit cette mesure pour 2011. Madame Rebelliou, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça représente quand même 870 000 contrats. Non, parce que c'est 1,5 milliard d'euros par an, cette mesure que nous avons prise. Ça ramène le taux horaire qui était à 12,81 € à 9,43 €. Alors, j'accepte bien volontiers, et la Confédération paysanne, comme la FNSEA me le rappelle d'ailleurs, qu'on n'est toujours pas au même niveau que nos amis allemands. Oui, hein, qui eux, ont doublé je sais. la production de fruits et légumes, alors que nous, on continue à descendre. Je le sais, vous avez raison, mais on était à 12,81 €. Oui. Grâce à l'action que nous avons conduite, nous sommes revenus à 9,43 €. Bon, c'est pas un petit gap qu'on a franchi. Alors, nos amis allemands, le problème se trouve. D'abord, ils ont un certain nombre de secteurs, notamment le secteur agricole, où le SMIC n'existe pas. Deuxièmement, ils ont une politique de recrutement de travailleurs saisonniers étrangers, turcs ou polonais, qui ne correspondent pas aux critères que nous avons, nous, en France. Donc, se pose clairement le problème de l'harmonisation en Europe. Clairement posé. Bon. Parce qu'autant je peux comprendre une différence de compétitivité avec les agriculteurs brésiliens, chinois ou indiens, autant je ne peux pas comprendre, et encore moins accepter, un problème de compétitivité avec les agriculteurs allemands. Ça, c'est pas possible. Donc, on va continuer à travailler, mais reconnaissez, Madame Rebelliou, que entre 2010
enfin, depuis 2010, on a fait sur le sujet dont j'entends parler depuis que je fais de la politique. Depuis que je fais de la politique, j'ai une bonne trentaine d'années, un peu plus, j'entends parler des charges pesant sur les saisonniers. Cette fois-ci, c'est réglé. Bon. Deuxième élément de réponse, c'est la question, notamment pour vous, des circuits courts et du marché qui peut s'ouvrir aux circuits courts. Je pense au marché de la restauration collective. Je crois vraiment qu'il faut que, Bruno, tu puisses aller plus loin dans l'ouverture des marchés collectifs aux productions locales. Enfin, je m'explique, je ne sais pas si je suis clair, mais vous avez des productions labellisées, vous avez des productions du terroir. Si on ne peut pas permettre aux gestionnaires des collectivités locales et des marchés publics de s'exonérer des règles d'appel d'offres pour faire appel aux productions locales, parce que pour moi, c'est ça le circuit court, notamment. C'est le circuit court, c'est qu'on puisse avoir du reblochon dans les écoles de Haute-Savoie ou de la Savoie, qu'on puisse avoir de la pomme du Limousin dans l'ensemble des écoles de la région. Et donc, je suis prêt à avoir un objectif de 20% de produits issus du circuit court dans la restauration collective. Hein? C'est-à-dire que les gestionnaires feraient leurs appels d'offres pour 80% des produits et pour 20% seraient autorisés à contractualiser avec les producteurs locaux. Je pense que c'est vraiment une possibilité de rétablir les conditions de concurrence. En vérité, ça s'appelle le Small Business Act. Ce qui est valable au niveau international pour les PME devrait être valable au niveau régional. Alors moi, je ne sais pas s'il faut le faire départemental, régional, c'est à vous d'en discuter, mais je trouve que ça serait très pertinent de faire cela. C'est ce qu'on a commencé à faire là sur la région où j'habite. Nous organisons parce qu'il faut regrouper en fait l'offre des producteurs et puis aussi contacter les collectivités locales. Mais où la difficulté réside quand même dans le concret, c'est que par exemple les lycées, les collèges n'ont plus de légumerie. Donc en fait, ils ont quand même une inquiétude eux de leur côté parce qu'en fait, ils n'ont plus les équipements. Pour la plupart, c'est devenu des assembleurs et non plus des cuisiniers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est leur métier d'origine. Ils souhaitent revenir vers, mais il manque de moyens. Et nous, agriculteurs, il faut qu'on aussi s'organise. Oui, mais madame, au moment des régionales, ils vous en ont promis des choses. À vous d'avoir de la mémoire. Je ne peux pas, là non plus. Enfin, écoutez, c'est pas moi qui l'ai choisi. Hein? Au moment des élections, ils ont tous promis, mais c'est pas grave. Il y aura un vice-président vert, mais vous allez voir, l'agriculture sera bien servie, etc. Et c'est le temps de présenter l'addition. Mais vous ne pouvez pas demander au président de la République, au ministre de l'Agriculture, d'être celui qui va gérer le problème des circuits d'alimentation de restauration collective dans les lycées ou les collèges. Il va y avoir des élections cantonales, il y a des élections régionales. Poser la question aux candidats, quels sont ceux qui sont pour le circuit court et pour l'ouverture des marchés collectifs à la production agricole de la région. C'est quand même pas un problème de... Enfin, c'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'il va y avoir. Vous êtes de quelle région? Dordogne. Très bien, Aquitaine. Voilà, Ça, département très rural. Donc l'agriculture a vraiment... Madame, je connais la Dordogne, merci. Oui, mais complètement. Je le sais fort bien et heureusement Sarlat, pour vous. Périgueux, non, mais n'oubliez pas qu'en fait, j'ai voyagé. N'oubliez pas que je suis quand même agricultrice, oui. je veux dire à la base et sur le terrain. Moi, je vous fais remonter en fait mais les bien problèmes sûr, du terrain. Mais bien sûr que je respecte tout à fait ce que vous me dites, mais il y a eu des élections en Aquitaine. Bon, c'est pas moi qui vais décider des filières qui vont alimenter. Nous pouvons, avec Bruno Le Maire, faire en sorte d'ouvrir la possibilité de 20% des achats collectifs. Et je suis désolé, les collectivités territoriales peuvent parfaitement mettre dans leurs appels d'offres, au moment où ils choisissent leurs partenaires, que ceux-ci s'engagent
à acquérir 20% des produits de la restauration collective sur la production agricole régionale. Je veux bien être responsable de tout et répondre à tout, je le fais bien volontiers. Mais, à mon tour, je vous donne ce conseil. Le monde agricole est très bien organisé, n'est pas marqué d'une timidité absolue lorsque son intérêt est en jeu. Je pense que c'est très important que le monde de l'agriculture se réapproprie une partie du circuit de distribution. Je pense que c'est capital pour vous. Et ça sera très bien sur la qualité de vos productions et vous avez besoin de ça. Nous vous aiderons pour la part qui est la nôtre, hein, mais localement, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Très bien. De la main-d'œuvre à l'installation, il n'y a qu'un pas. Et un jeune qui prenne la suite, j'en ai un à côté de moi, qui va nous parler de son parcours. Je ne sais pas si c'est un parcours de combattant, puisqu'il est en viticulture dans l'Hérault. Il faut savoir qu'effectivement, les derniers chiffres de l'installation aidée ne sont quand même pas très brillants. Alors, Cédric, comment voyez-vous l'avenir? Quel est votre facteur limitant en matière d'installation? Quelle a été votre difficulté dans l'Hérault, département qui est quand même qui a une bonne touche touristique aussi? Oui, bonjour, je viens donc de l'Hérault. Donc, sur mon département, je constate qu'on a de plus en plus de mal à trouver des terres agricoles disponibles. Ceci est dû à une forte pression foncière qui fait disparaître les terres agricoles au profit de l'urbanisation. Et on constate aussi maintenant ce phénomène est amplifié par le développement de projets photovoltaïques en plein champ ou déguisés en serres agricoles. Donc aussi, dans mon département, on accueille plus de 1000 habitants par mois. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse pression foncière. Donc ma question serait comment peut-on aménager le territoire tout en conservant nos terres agricoles? D'abord, permettez-moi de vous dire d'abord combien nous sommes opposés à la libéralisation comme à la suppression des droits de plantation. C'est un sujet extraordinairement important parce que supprimer ou libéraliser les droits de plantation, c'est choisir le produit standardisé, sans terroir, au coût le plus bas possible qui inonde le marché. Alors, sur les espaces agricoles, le décret est paru ce matin, créant les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles. Cette commission sera consulté par le préfet sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles. Donc, dans chaque département, il y aura une commission et pas un seul terrain agricole ne sera vendu sans l'avis de cette commission. Donc, déjà, on va avoir un élément très fort de transparence. Mais on a été plus loin avec Bruno Le Maire. Nous avons institué une taxe sur les plus-values actualisée par l'indice des prix à la consommation, réalisée lorsque des terres nues seront devenues constructibles. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on crée cela. Donc, Et le produit de la taxe sera affecté au financement des actions innovantes des jeunes agriculteurs. Donc, non seulement on va taxer les terres qui quittent le domaine agricole, mais le produit de la taxe va être mis sur le financement de l'installation des jeunes agriculteurs. Donc ça répond en partie à ma question. Donc, après, je voulais revenir sur la stabilité du revenu agricole concernant ma filière. Donc on constate aussi que le prix du vin est en dents de scie depuis des années. Donc il faudrait réussir à équilibrer l'offre par rapport à la demande. Et ceci est possible grâce aux mécanismes de régulation. Donc on a parlé des droits de plantation qui permettent de réguler la production. Après, il y a aussi l'OCM viticole qui nous aide à la restructuration du vignoble, donc à adapter nos produits par rapport au marché, à avoir des produits de qualité. Mais aussi l'aide à l'exportation qui permet de créer de nouveaux marchés. Donc tout ceci est dans le but d'avoir une offre plus structurée.
Donc ma question c'était comment voyez-vous la régulation du marché pour le vin? D'abord, le vin, c'est plusieurs marchés, c'est pas un marché. Et vous le savez très bien. Et ce n'est pas un sujet sur lequel on peut répondre d'un seul raisonnement, parce qu'il y a une situation particulière à l'Hérault qui n'est pas la même que celle qu'on connaît dans l'Aquitaine. Il faut voir que sur ce marché-là, la concurrence est mondiale et tout azimut. Qu'il y a beaucoup de pays qui savent faire du vin, que les prix s'écroulent sur ce qu'on appelle le vin de table, le vin de consommation courante, et que dans les années passées, c'est ma conviction, on a eu un peu d'excès sur l'offre dans certains départements. C'est pas votre avis? Oui, donc c'est pour ça, oui, il y a eu un excès. Parce que, soyez pas timide, avec votre gabarit, vous pouvez... Bon. Et bien sûr, on a trop planté. Il faut investir dans la qualité, car je ne pense pas que dans ce secteur comme dans les autres, la France ait énormément d'avenir sur des productions qui ne sont pas de qualité première. Je ne critique pas, hein, je décris un système. Pour le reste, il n'y a pas de marché agricole possible sans régulation. C'est le travail qu'a mené Bruno Le Maire, avec d'ailleurs son homologue allemand. Nous nous sommes opposés au démantèlement des outils de régulation des marchés agricoles en Europe. Les outils d'intervention sur les marchés, stockage, restitution, droit de plantation, j'en parlais, notre conviction, c'est qu'ils doivent être préservés pour jouer un rôle de filet de sécurité en cas de crise majeure et assurer une régulation de l'offre. Il n'y a pas simplement le vin, je pense à toutes les productions qui doivent considérer que la régulation est un moyen moderne de gestion de notre espace agricole et de notre production agricole. Voilà. Cette idée que dès que les marchés étaient bons, tout le monde plantait la même chose, ce qui conduisait à une surproduction qui écroulait les prix s'écroulant, tout le monde arrachait la même chose, et on a cessé de décennie en décennie de courir après le marché, alors au lieu d'être éclairé par le marché. D'où la nécessité de la régulation, qui n'est pas simplement du stockage, la régulation, hein, qui est aussi de la prévisibilité. Quels sont les choix des consommateurs? Quelles sont les productions dont on va manquer? Comment on doit faire évoluer les produits? Comment on peut investir dans la qualité? C'est cela l'agriculture moderne. Bon. Et ça revient à la nécessité de s'organiser. Le moment où chaque agriculteur attaché à sa liberté et à sa terre pouvait, dans son coin, faire comme lui avaient appris ses parents, sans tenir compte de l'évolution du monde, ça c'est fini. C'est pour cela qu'on a besoin d'organisations professionnelles très fortes. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va vous aider à cette restructuration qui va de surcroît permettre de rééquilibrer les rapports de force entre la distribution et les producteurs. Très bien, nous l'avons vu d'entrée de jeu, l'agriculture française est riche et diverse, et nous en avons un exemple assez original à ma gauche avec Florence Vérenne-Valade. On va remonter en Creuse parce qu'elle élève des bisons, en bio et en agritourisme. Alors comment ce type de filière peut-il trouver sa place dans un département comme la Creuse? Florence? Bonjour. C'est-à-dire que nous, on fait une production bio et on fait de la vente directe de façon à être au plus près du consommateur. Et on fait de l'agritourisme parce que c'est une activité qui est nécessaire pour rendre l'exploitation pérenne. Maintenant, dans le bio, on est très, très varié. Il y a des productions de viande, de céréales, de petits fruits. Et lorsqu'il nous arrive un pépin, il n'y a pas une filière particulière pour nous venir en aide de façon ponctuelle. Donc, c'était savoir si le gouvernement prévoyait de mettre en place quelque chose pour les bio de façon ponctuelle, mais aussi pour encourager cette agriculture qui n'est pas, on va dire, très étendue.
Oui, enfin quand même, en un an, on a 25% d'exploitation bio en plus. 2009-2010, alors vous me direz, c'est pas énorme, on est un peu moins de 21 000 exploitations bio, mais enfin, ça a augmenté de 25% en un an. Les aides nationales et européennes pour l'agriculture biologique vont augmenter de 18%. Et par ailleurs, le Premier ministre a signé une circulaire prévoyant l'introduction de produits bio dans la restauration collective publique avec un objectif de 20% en 2012. Donc c'est vraiment un secteur dans lequel on investit. Alors, faut-il organiser une filière bio dans vos organisations ? Franchement, je me garderai de donner mon avis là-dessus parce que je suis sûr que tout le monde me tomberait dessus à la minute où je le donnerai, mais ça, c'est un sujet qui vous concerne et vos organisations. Mais l'objectif qu'on avait fixé dans le cadre du Grenelle de l'environnement de 6% de surface agricole consacrée au bio, on le tiendra. Hein, je crois qu'on est à 2,9 aujourd'hui, hein, et qu'on a prévu 10% chaque année, d'après si mon souvenir est exact. C'est vraiment une agriculture dans laquelle on veut investir. D'accord, mais pour les problèmes, on va dire, ponctuels, parce que, bon, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes problèmes, et il n'y a pas réellement de filière pour faire une demande d'aide. Toujours des aides. Ben, c'est-à-dire que nous, en bison bio, on n'a jamais touché de PMTVA, étant donné que le bison n'a donné que du bison depuis la préhistoire. Donc, on ne connaît pas les aides. Mais il nous arrive parfois d'avoir un besoin d'un petit coup de pouce. Eh bien, Bruno Le Maire va être très content d'avoir un rendez-vous de plus avec vous. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Si ce n'est qu'en passant le ballon de rugby immédiatement au ministre. Pour continuer dans le développement de cette filière, je viendrai avec plaisir dans la Creuse. Jeannot est juste derrière pour voir votre exploitation et tant d'autres choses. Ce sera réellement avec plaisir. Alors justement, il y a un facteur limitant dans le développement de ces filières courtes que j'ai pu vérifier en téléphonant à Florence, c'est qu'on a été coupé. Et la question qu'on se posait, c'est oui, les moyens de communication, on parle de fracture numérique. Comment vous voyez le développement de vos activités avec certaines contraintes de ce type? Alors, c'est vrai que c'est un réel problème puisque nous, on fait de la vente directe, donc on a besoin d'être au contact avec nos clients. On n'a pas de ligne téléphonique décente, on n'a pas de possibilité d'avoir Internet de façon décente non plus. La DSL, pour nous, c'est encore à l'époque de la barque et on rame. C'est réellement terrible. Écoutez, ça, c'est un sujet absolument fondamental. Comme vous le savez, nous avons décidé le grand emprunt pour les investissements d'avenir, 35 milliards d'euros. 4 milliards et demi sur ces 35 sont réservés au numérique. Et sur ces 4 milliards, il y a 2 milliards qui sont réservés au financement du déploiement du très haut débit à travers les territoires. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura aucun problème pour que le privé équipe un département comme les Hauts-de-Seine ou la ville de Paris, mais il n'y a aucune chance que le privé, spontanément, équipe un département comme la Lozère ou la Creuse. Donc il y a 2 milliards d'argent public qui est réservé au financement du très haut débit. Cet argent est là. Nous le déploierons simultanément, enfin le très haut débit, dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir prévu cela. Donc, chaque fois qu'un département urbain sera équipé en très haut débit, on veillera à ce qu'un département rural soit équipé en très haut débit. C'est une politique absolument essentielle parce qu'avec toutes les fractures qu'on a dans notre pays, on ne va pas en plus avoir la fracture numérique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. L'argent est débloqué, le principe est fixé et on n'aura pas de retard sur l'aménagement de la ruralité dans le très haut débit. Maintenant, quand même, en Creuse, j'y ai des amis, le téléphone, ça marche. Où est-ce que vous êtes en Creuse, exactement? Bon, pour non, le portable, vous voulez dire? Non, malheureusement, pas que le portable. J'ai un témoin pour témoigner. Ah non, mais je vous crois, mais bon. Donc, en plus, quand Bruno voudra vous fixer un rendez-vous, on devra s'écrire par la poste. Oui, voilà. Mais est-ce que le facteur passe tous les jours? Alors, j'ai absolument pas de problème avec ma factrice, elle est merveilleuse.
Très bien. Nous allons passer à Yves Debien. Alors Yves Debien, c'est un petit peu, si on peut le résumer, l'agriculture autonome telle que pouvait peut-être la rêver Jacques Pauly, ancien responsable de l'INRA, puisque Yves est dans la Vienne. Alors il produit des porcs avec essentiellement, je crois, ses productions végétales. Il y a une huilerie. Mais il voulait encore plus loin. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que son porc est produit en IGP jambon de Bayonne. Alors, vous voyez que le jambon de Bayonne remonte jusque dans la Vienne, quand même. Et donc, mais Yves voudrait aller encore plus loin dans cette autonomie. Alors, comment vous voyez l'avenir pour vraiment boucler la boucle totalement? Alors, déjà, je voudrais savoir si on a nos 2 questions ou pas. Est-ce qu'on aura le temps ou pas? A priori, je pense, Monsieur le Président. Bon. On est dans... Bon, bah, c'est bon. Si le Président est d'accord, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc moi je dis que j'ai rien dit, j'ai pas voulu avoir d'ennui. Qui nous dit mot consent. Courte les questions, courte. Oui, voilà. Donc moi j'ai beaucoup de chance parce que là vous allez voir m'entendre pleurer même si on n'est pas bien. Je fais des céréales et je fais des cultures. Donc depuis toujours on n'a eu qu'une idée en tête, on a reproduit un petit peu le système de nos parents. Aujourd'hui on utilise 85 à 93% de nos céréales pour nourrir nos animaux, nos porcs. Et malgré tout ça, aujourd'hui, on en a un petit peu marre d'être sous le joug des spéculateurs à Chicago, notamment pour des produits qui nous restent, les protéines, qui nous font défaut. Donc là, moi, ma question va être courte. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Alors nous, aujourd'hui, on sait que d'un point de vue culturel, il n'y a pas de souci pour produire d'autres types de protéines que pois, enfin, au travers d'autres cultures que le pois, le colza, etc. On peut faire un peu de soja également. On voudrait vraiment des protéines made in France. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de l'Europe? Et là, on ne vous demande pas de sous à vous. Hein, vous voyez qu'on est... Voilà. Je vais répondre, Bruno. Je savais pas que j'avais des supporters, mais... Si le Président le permet, nous, on est tout à fait favorable au développement d'une filière protéines en France. Pour une raison très simple, c'est que notre intérêt, si on veut devenir indépendant en matière d'alimentation animale, c'est tout simplement de produire nous-mêmes notre alimentation animale. C'est une des façons de se protéger contre la volatilité des cours et contre ce que vous subissez en élevage bovin, en élevage porcin et dans toutes les formes d'élevage. Donc on y est favorable, on y travaille et on négocie avec la Commission européenne pour obtenir toutes les autorisations nécessaires pour avancer dans ce sens-là. Alors par contre, l'année passée, on avait des aides PAC qui nous ont été attribuées concernant le pois. On était sur de l'ordre de 150 €. En réalité, on a touché autour de 100 €. Les voisins à côté de chez nous qui ont implanté des luzernes se retrouvaient aussi sur les mêmes bases. Et finalement, avec la modulation, on s'est retrouvé à 13,50 € de l'hectare au lieu de 150. Vous voyez que le compte n'y est pas. Maintenant, bon, nous aujourd'hui, on est prêts à faire feu. Et sachez qu'on a la volonté de le faire. Alors Yves, ce que je n'ai pas dit en préalable, c'est que vous avez aussi une unité de traitement de déchets. Vous voudriez aller plus loin dans le métier, ce métier qu'on voit apparaître dans le milieu agricole, qui est d'énergiculteur. Alors pouvez-vous nous parler de vos projets et du cheminement pour mener ces projets à bien? Oui, donc après l'autonomie alimentaire, nous on cherche toujours à être indépendants. Vous l'avez rappelé par vos paroles, Monsieur le Président. Et nous, c'est l'indépendance énergétique maintenant qui nous travaille. Depuis 18 ans, sur plus de 300 hectares, on n'a pas mis un seul kilo d'acide phosphorique et de potasse pour nourrir nos plantes. Et on a divisé par 2 les quantités d'azote. Tout ça avec le lisier de nos porcs, épandu de façon raisonnée tant qu'à faire. Depuis 6 ans, on fabrique du compost à partir de déchets verts produits par des collectivités locales, mais également des biodéchets qui viennent de la GMS, qui viennent de cantines scolaires. Je suis dans la région Poitou-Charentes, vous voyez ce que je veux dire. Concernant les lycées, c'est pour ça que j'y viens, concernant les lycées, les collèges, justement, les gens qui appelaient de leur vœu une agriculture respectueuse de l'environnement ne sont pas toujours en adéquation avec de ce qu'on est capable de leur proposer. Mais vous voyez, on est même capable de les débrouiller de leurs déchets. Et là, je trouve que malgré tout, moi je rends service à mon sol quand même, parce que j'amène un peu de matière organique, on n'est pas que niais, et en faisant en sorte d'apporter un service à la société en même temps. Maintenant, pour compléter nos revenus, et après plusieurs voyages en Allemagne, on a été voir des installations de méthanisation, et notre projet a plus de 3 ans de recul. Je dis bien plus de 3 ans de recul pour le projet. L'objectif pour nous, c'est de valoriser au mieux tout ce qui va être lisier, biodéchets, etc. Pour poteaux d'électricité, vous le connaissez ça. Valoriser la chaleur par le séchage de nos céréales et nos plaquettes de bois, et également nos bâtiments d'élevage et plus de 2000 m² d'habitation. Alors vous voyez que la boucle est bouclée là-dessus.
Maintenant, on est confronté à des lourdeurs administratives de tous ordres. La zone de notre plus, par exemple, n'était pas adaptée à la nouvelle activité. 26 mois pour faire une révision simplifiée du plus. Les règlements ou directives européennes ne sont pas arrivés jusqu'à vos administrations et sont souvent de fois soumises à leur interprétation. Notre exploitation, par sa diversité, présenterait beaucoup de risques. Silos à grains, plateformes avec déchets verts, de l'huile de colza pour mettre un peu d'huile sur le feu. Et il ne manquait plus que le biogaz pour assimiler notre exploitation à une centrale nucléaire. En Allemagne, ces installations sont sous les fenêtres des agriculteurs. Je rappelle au passage qu'il y a 20 installations en France à peu près, et un peu plus de 5000 en Allemagne. Enfin, le tarif du rachat d'électricité en France est de l'ordre de 14 centimes, vous le savez, et à peu près de 25 en Allemagne. Ça peut être que décourageant pour nous-mêmes. Enfin, la dernière chose, j'en ai fini là-dessus, la différence qu'il faudra faire entre les agriculteurs et les gens qui travaillent dans la ruralité et les industriels, notamment sur la méthanisation. Vous voyez, Monsieur le Président, on ne vous demande pas d'argent. On vous propose même d'en économiser avec la paperasse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de grâce, ne nous demandez pas de courir de 100 mètres avec un sac à dos et au pire des sabots. Ah, d'abord, je ne peux pas croire que cette belle région Poitou-Charentes laisse tant de place aux contraintes administratives et qui vous embêtent tant. Allez. Alors, la méthanisation, c'est vrai, c'est une source d'énergie renouvelable trop peu développée en France. Il y a 5000 méthaniseurs en Allemagne, il n'y en a qu'une trentaine en France, je confirme ces chiffres, il n'y a aucune raison. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans votre intervention, vous avez pointé à juste titre la complexité des procédures d'installation des méthaniseurs. Un décret est paru au journal officiel aujourd'hui. Merci pour le scoop. Comme ça permet à M. Debiens de voir la différence entre... Ceux qui causent et ceux qui font. Vous voulez pas m'accompagner dans ma tournée? Il termine mes phrases. On peut faire un... Bon, mais enfin, c'est normal parce que quand le président de la République vient, ça débloque un certain nombre de choses. C'est tout à fait normal. Donc, ce décret fait de cette activité, méthaniseur, une activité agricole. Dès lors que 50% des substrats sont issus de l'exploitation, ce qui est exactement le cas de ce que vous venez nous expliquer. Donc c'est vraiment des sujets qu'on traite avec Bruno de très près. Et le développement de la méthanisation agricole sera une priorité de l'action du gouvernement en 2011. Nous allons revaloriser le tarif d'achat d'électricité avant la fin du mois d'avril prochain, pour davantage tenir compte des coûts des installations. C'est une attente très forte que vous venez de nous révéler. Et nous allons mettre en place, avant la fin du mois de juillet, un soutien à l'injection de biogaz épuré dans le réseau de gaz naturel, pour soutenir également ce débouché. Parce que naturellement, quand on produit de l'énergie, il faut un débouché. Et parce que c'est une énergie particulièrement performante, à la fois du point de vue énergétique, économique, mais aussi, ce dispositif est prévu par le Grenelle 2. D'ailleurs, je fais la jonction entre ma dernière intervention et ma première sur la campagne. Mettre en accusation les éleveurs est d'autant plus déplacé que les éleveurs, ils amènent au pâturage, ils ont leurs prairies qui nourrissent leurs bêtes, mais en termes de récupération des gaz à effet de serre, les mêmes prairies, on en a besoin. Donc j'affirme que les éleveurs participent à la protection de l'environnement, participent à la production d'énergie renouvelable. Les mêmes qui sont contre le nucléaire, ce qui est une grave erreur, je veux dire, on soutient l'énergie nucléaire française pour l'indépendance de la France, me disent qu'il faut développer des énergies renouvelables. Bien sûr, nous avons pris des objectifs, 20% d'énergie renouvelable dans l'énergie française
en 2020. Mais on a besoin des agriculteurs pour produire de l'énergie renouvelable. Le jour où on n'a plus d'agriculteurs, il n'y aura pas d'énergie renouvelable suffisante. Donc vous voyez bien l'absurdité de l'opposition, de la dénonciation par le monde de l'environnement, du monde de l'agriculture. Nous sommes pour une agriculture durable et dans la diversification des métiers de l'agriculture, la production d'énergie renouvelable, c'est une démarche extrêmement positive que nous allons soutenir et aider. Ça vous soutient parce que ça fait du chiffre d'affaires pour l'entreprise, hein, l'exploitation de l'entreprise, mais en même temps, ça aide la France à respecter ses objectifs environnementaux. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai fait prendre du retard. Je suis resté plus longtemps qu'il n'était prévu. Croyez bien que c'est un plaisir pour moi. Je voudrais terminer en vous disant une chose. Je crois en l'avenir de l'agriculture française. La France a besoin pour son économie, sa croissance, son développement, son commerce extérieur, d'une agriculture française performante et compétitive. Vous n'avez aucun doute à avoir sur ce sujet. Vos enfants pourront, s'ils le souhaitent, demain faire le métier de leurs parents, s'ils le souhaitent. Parce qu'on ne met pas un jeune sur une exploitation s'il n'en a pas envie, s'il n'en a pas la passion. Il l'a ou il ne l'a pas. Mais vos enfants pourront s'ils ont la passion. Nous vous demanderons de travailler avec nous pour évoluer. Parce que le monde évolue. Mais on sera à vos côtés. Vous comprenez? On sera à vos côtés. À notre manière. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Ça veut dire qu'on doit discuter. Mais on sera à vos côtés. Solidement à vos côtés. Et d'ailleurs, justement parce que je réclame la franchise, la liberté de ton, même le droit de ne pas être en accord. Vous avez un rôle, j'ai une responsabilité aussi. Mais prenez cette franchise comme du respect et comme de la solidité inébranlable du soutien des pouvoirs publics au monde de l'agriculture. Vous pouvez penser que ça va pas assez vite. Vous pouvez penser qu'il y a tout un tas de choses qui vous agacent et vous le mettez sur nous. Mais sur le fond, vous savez bien que ce que je dis, c'est la vérité. Et je l'ai démontré parce que j'essaye toujours de tenir mes engagements. Voilà. Hein? Je veux vraiment que ce message soit bien compris. Si j'ai voulu cette table ronde, c'est parce que je voulais prendre des engagements avec Bruno Le Maire. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, si j'ai voulu un jeune ministre tourné vers l'Europe, oui, mais c'est important. C'était aussi parce que je considérais que l'agriculture et l'aménagement du territoire, c'est des priorités. Priorités. Voilà. Et vous avez tout intérêt à avoir un ministre qui connaît l'Europe et qui a de l'avenir. Voilà. Comme votre métier.